Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et voyons ensemble les 5 actualités qui ont marqué la semaine. Et on commence donc avec un point sur la réforme des retraites et les grèves qui se poursuivent. Mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté les principales mesures de cette réforme qui sera discutée à l'Assemblée nationale fin février et devrait être votée d'ici l'été 2020. On va voir ensemble quelques-unes de ces mesures. Pour rappel, ce projet de loi doit notamment fusionner les 42 régimes de retraite existants en un unique système universel à points qui sera instauré en 2022. Concrètement, ça veut dire que les jeunes nés à partir de 2004 et qui auront 18 ans en 2022 cotiseront pour ce système universel. Les Français nés avant 1975 ne sont pas concernés par ce changement et pour ceux nés entre 1975 et 1996, eh bien la réforme sera progressive. En gros, pour faire très simple, les années de retraite cotisées grâce au travail effectué avant 2025 seront calculées sur l'ancien modèle et celles après 2025 sur le nouveau. Bon, et je suis conscient que c'est assez complexe, donc je vous mets des liens dans la description si vous voulez en savoir plus. La retraite minimale sera aussi revalorisée pour atteindre 1000 € dès 2022 contre environ 980 € actuellement. Attention, seules les personnes avec une retraite à taux plein pourront obtenir ce minimum. Quant à l'âge de départ à la retraite, eh bien il est maintenu à 62 ans minimum. En gros, vous pouvez partir à la retraite à partir de 62 ans, mais désormais, pour avoir un bonus, il faut travailler jusqu'à 64 ans au moins. C'est ce que l'on appelle l'âge pivot ou âge d'équilibre. A l'inverse, si vous partez avant cet âge pivot de 64 ans, eh bien vous aurez un malus sur votre retraite. En face, eh bien les syndicats sont très mécontents de ces annonces. Pour le président de la CGT, Philippe Martinez, eh bien le gouvernement s'est moqué du monde. Selon le patron de la CFDT, Laurent Berger, qui en théorie est un petit peu plus proche d'Emmanuel Macron, eh bien la ligne rouge a été franchie en demandant aux Français de travailler plus longtemps avec l'instauration d'un âge pivot à 64 ans. Pour le secrétaire général de la CGT cheminot, Laurent Brun, eh bien le régime par points est injuste et il incite à durcir la grève. Plus largement, les cheminots déplorent que le Premier ministre n'ait rien annoncé sur la pénibilité et estiment que les mesures ne sont pas suffisantes. Ah si, quand même, il y a un syndicat, c'est celui des patrons, le MEDEF, qui trouve que le projet est équilibré. Bref, résultat, la grève se poursuit jusqu'à mardi au moins. Niveau circulation, il y aura un Transilien sur 6, 3 TER sur 10 et un TGV sur 4 en moyenne ce week-end. La CGT cheminot a même mis en garde jeudi contre la possibilité de perturbations dans les transports durant les fêtes de fin d'année, donc Noël et le Nouvel An. Le patron de la SNCF a appelé à un arrêt de la grève pendant Noël, mais les syndicats répondent qu'il y aura un arrêt de la grève seulement si le gouvernement répond à leurs demandes. Bref, on vous tiendra au courant dans les jours à venir et si vous voulez plus d'informations un peu plus détaillées sur la réforme des retraites, eh bien une petite fiche s'affiche en haut à droite pour la vidéo que j'ai réalisée sur le sujet. La deuxième actu de la semaine, c'est donc la mobilisation en cours pour limiter nos impacts négatifs sur l'océan. Vous en avez très probablement entendu parler, en septembre, le dernier rapport du groupe d'experts sur le climat, le GIEC, se concentrait sur la question de l'océan. Si vous n'avez pas eu le courage de le lire, petit résumé, la situation est critique à cause des activités de l'homme sur Terre. Concrètement, la hausse des températures provoque une montée des eaux qui menace particulièrement les territoires composés d'une ou plusieurs îles, mais plus largement toutes les zones côtières. Au-delà de ça, l'océan absorbe de plus en plus de CO2 et la conséquence, eh bien, c'est une acidification de l'eau. Je vous passe les détails scientifiques, mais en gros, combiné à une désoxygénation de l'eau, eh bien, cette acidification détruit un réservoir de biodiversité considérable. En effet, l'océan aujourd'hui, c'est 200 000 espèces marines connues et des millions d'autres qu'il reste à découvrir. Plusieurs phénomènes menacent donc l'océan en tant que tel, mais aussi la vie sur Terre, avec des impacts sur la disponibilité d'eau douce, notre santé et notre consommation, surtout celle des populations les plus pauvres. Pour faire face à ce problème, eh bien les chefs d'État tentent de s'organiser. Il y a quelques jours, par exemple, s'est tenue la COP25 sur le climat qui réunissait près de 200 pays. Pour la première fois, ils ont pris conscience que les spécialistes du climat et ceux de la biodiversité devaient travailler ensemble sur l'identification de solutions, ce qui n'était généralement pas le cas avant. L'an prochain, à la COP15 sur la biodiversité à Kunming en Chine, eh bien on peut donc s'attendre à ce qu'ils mettent en lumière des solutions communes pour le climat et pour la biodiversité. Bref, pour préserver l'océan, la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pouvez agir. En effet, pour sa deuxième saison d'action collective, le mouvement On est prêt s'engage pour préserver le vivant. Cette année, on se mobilise pour la biodiversité en adoptant des gestes à notre échelle ainsi que des mesures ambitieuses dans le but de limiter nos impacts sur l'océan et de préserver ce qui reste à préserver. Dans mon cas, j'ai publié une vidéo sur la chaîne de On est prêt en collaboration avec l'AFD. Dans celle-ci, je rencontre Théophile, il a beaucoup étudié le rapport du GIEC, il travaille à la plateforme Océan et Climat
mains et il m'explique les solutions qui existent pour répondre à cette situation critique. Bref, c'était un échange vraiment passionnant. Ensuite, dans cette vidéo, je vous donne des défis concrets à réaliser permettant à notre échelle de préserver l'océan. Du coup, pour voir cette vidéo, eh bien une petite fiche s'affiche en haut à droite et puis je vous mets aussi le lien dans la description. Au-delà de ça, sur la chaîne d'On est prêt, vous allez aussi pouvoir découvrir les autres défis sur des enjeux liés à la diversité biologique et avec d'autres youtubeurs. Ça parle de notre avenir et de celui que nous allons construire, autrement dit, ça devrait vous intéresser. La troisième actu de la semaine, c'est l'exclusion de la Russie des Jeux Olympiques pour des soupçons de dopage. L'Agence mondiale antidopage a exclu pour 4 ans le pays des JO et de la Coupe du Monde 2022 de football au Qatar. La Russie ne va donc pas participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022. Elle est également interdite de candidature à l'accueil d'événements internationaux et résultat, elle pourrait se voir retirer l'organisation du mondial masculin de volleyball et des championnats du monde de lutte en 2022. En fait, c'est tout simplement la plus lourde sanction de l'histoire de l'Agence mondiale antidopage qui a été fondée en 1999. Alors pourquoi l'agence a été si dure? Eh bien tout simplement parce qu'un vaste scandale de dopage institutionnalisé secoue la Russie depuis des années. En gros, concrètement, certains athlètes russes sont soupçonnés de s'être drogués sous l'influence de l'État pour arriver à de meilleures performances. En 2014, la Russie avait fini les Jeux Olympiques d'hiver de Sochi en première place sur le tableau des médailles. Mais le truc, c'est que peu de temps après, elle avait été rattrapée par les soupçons de dopage qui s'étalaient de 2011 à 2015. Ils impliquaient notamment le ministère des Sports et le service secret. Les soupçons avaient à l'époque été alimentés par un documentaire allemand, Dossier secret sur le dopage, comment la Russie produit ses vainqueurs. Suite à ce documentaire, l'Agence mondiale antidopage a ensuite commandé son rapport indépendant qui a révélé en 2016 un système de dopage d'État sécurisé. Résultat, déjà l'an dernier, eh bien la Russie avait été suspendue des Jeux de Pyeongchang de 2018 et c'était une première dans l'histoire olympique pour des raisons liées au dopage. À l'époque, seuls certains athlètes russes jugés propres avaient été autorisés à participer mais sous drapeau neutre. En gros, concrètement, ils pouvaient participer mais ne représentaient pas leur pays et ils concouraient sous la bannière des athlètes neutres. En tout cas, cette annonce, c'est une mauvaise nouvelle pour le président russe Vladimir Poutine qui utilise ces dernières années l'organisation de ces grandes compétitions comme source de prestige international. C'était d'ailleurs jusqu'ici plutôt une réussite puisque pour la Coupe du Monde 2018, c'est plus de 3 millions de touristes étrangers qui s'étaient rendus en Russie et 17 chefs d'État étrangers qui avaient assisté à la cérémonie d'ouverture. Vladimir Poutine a d'ailleurs logiquement dénoncé ce qu'il estime être, je cite, une décision politiquement motivée. Le pays a, s'il le souhaite malgré tout, 21 jours pour contester cette décision devant le tribunal arbitral du sport. Bref, en attendant donc, comme pour les JO de 2018, eh bien les athlètes russes pourraient concourir sous un drapeau neutre. On continue avec la mystérieuse mort du rappeur américain Juice WRLD dimanche dernier à l'âge de 21 ans. Jared Anthony Higgins, alias Juice WRLD, a convulsé après avoir atterri à l'aéroport de Chicago au moment où la police fouillait ses bagages à la recherche d'armes et de drogue. La police l'attendait alors qu'il venait de rentrer de Californie à bord d'un jet privé. Un agent du FBI lui a administré en urgence de la naloxone, un produit utilisé dans les cas d'overdose aux opiacés dès le début de son malaise. Selon le Chicago Tribune, il aurait repris conscience un moment, mais son décès a été annoncé dimanche, peu après 3h du matin aux États-Unis, dans un hôpital en banlieue de Chicago. Selon Paris Match, qui cite TMZ, il pourrait être décédé des suites d'une overdose après avoir ingéré des opioïdes en tentant de les cacher à la police à sa descente de l'avion. Pour l'instant, cela dit, rien n'est certain. Une quarantaine de sachets de cannabis, 6 bouteilles de sirop pour la toux à base de codéine, qui est un opiacé, plusieurs armes de poing et des munitions ont été retrouvées dans ses bagages et ceux de son entourage. Cet été, Juice WRLD avait affirmé publiquement être toxicomane et avait promis sur Twitter à sa petite amie et à ses fans qu'il arrêterait de consommer des drogues pharmaceutiques. Bref, l'autopsie pratiquée lundi n'a pas permis de déterminer les causes de la mort, mais des analyses complémentaires vont être menées. Juice WRLD avait notamment fait un feat avec Travis Scott et faisait partie de la scène emo trap, un genre de musique dérivé du hip-hop avec des paroles émotionnelles, donc tristes. Le rappeur XXXTentacion, assassiné à l'âge de 20 ans l'année dernière à Miami, produisait le même style de musique. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur les fake news autour de sa mort, une petite fiche s'affiche en haut à droite si vous voulez la voir. En tout cas, malheureusement, aux États-Unis, de nombreux jeunes rappeurs sont morts récemment, comme Lil Peep en 2017, XXXTentacion ou encore Mac Miller en 2018. On termine les actus de la semaine avec une actu un petit peu plus légère, une banane à 120 000 $. À la foire d'art contemporain Art Basel de Miami, une banane scotchée à un mur a été vendue 120 000 $ avant d'être mangée. C'est l'artiste plasticien italien Maurizio Cattelan qui est à l'origine de cette œuvre d'art intitulée The Comedian. Maurizio Cattelan est également l'auteur d'une sculpture en or représentant des toilettes. Une œuvre de 18 carats intitulée America est exposée en 2016 au musée Guggenheim de New York. Vous vous en souvenez peut-être, on en avait parlé dans l'instant culte sur Instagram il y a quelques mois, ce trône d'or avait été finalement volé. Alors qu'elle a été vendue 120 000 $, la fameuse banane a été ensuite mangée par un autre artiste, David Datuna. Selon lui, il s'agissait donc
donc d'une performance artistique, même si une nouvelle banane a par ailleurs été raccrochée au mur peu de temps après. Évidemment, le prix et le concept de cette œuvre d'art ont fait beaucoup parler et ont divisé. Il y a en gros deux camps, ceux qui ont trouvé l'idée géniale et ceux qui ont plutôt critiqué l'art contemporain et affirmé qu'on ne peut pas considérer ça comme de l'art. Ce qui est sûr, c'est que cette installation pose question et elle fait bien parler d'elle. On peut éventuellement faire un parallèle avec l'œuvre de Marcel Duchamp, Fontaine, dont vous avez sûrement entendu parler. C'est un simple urinoir renversé que l'artiste a présenté à l'époque comme une œuvre d'art en 1917. Déjà, il y a 100 ans, ce genre d'œuvre absurde était exposé, vendu et présenté comme une critique du monde de l'art. D'ailleurs, pour la petite histoire, un artiste, Pierre Pinoncelli, avait uriné en 1993 dans l'urinoir de Duchamp, exposé au Carré d'Art de Nîmes. Bref, ce genre d'œuvre reste très controversé puisqu'il est simplissime, pas besoin de savoir peindre ou sculpter par exemple pour scotcher une banane sur un mur ou retourner un urinoir. Or le truc, vous l'aurez compris, c'est que parfois ces œuvres sont vendues très cher. C'est d'ailleurs peut-être ce qui est le plus intéressant dans l'œuvre de Mauricio Cattelan, il prouve qu'une œuvre d'art n'a pas vraiment d'autre valeur que celle qu'un collectionneur est prêt à mettre pour l'acheter. C'est donc forcément très abstrait, c'est à la fois une critique du monde de l'art et en même temps une démonstration du fait que ce qui vaut le plus d'argent, c'est d'avoir l'idée que d'autres n'ont pas eu et ensuite de la vendre. J'évite de parler d'Instagram maintenant au milieu des actus, mais du coup j'en parle maintenant. Vous le savez, vous pouvez suivre les 5 actualités du jour tous les soirs sur Instagram. Mais à noter aussi qu'on a lancé 2 nouveaux comptes, un compte dédié au sport et un compte dédié à la culture. Et sur le compte dédié à la culture par exemple, eh bien tous les soirs on poste un résumé des 5 actus culturelles du jour. Autrement dit, on parle de cinéma, de séries, de musique, de jeux vidéo et de bien plus encore. Du coup pensez à vous abonner, si c'est pas encore le cas, au compte principal sur Instagram, mais aussi éventuellement au compte sport ou encore au compte culture sur lequel vous allez avoir du contenu exclusif. Comme je vous l'ai dit, donc rendez-vous aussi sur la chaîne YouTube de On est prêt pour découvrir ma vidéo concernant l'océan. Une petite fiche s'affiche en haut à droite et puis je vous la mets aussi dans la description. Enfin, pour terminer, le petit débat de la semaine c'est le suivant. Considérez-vous que la banane accrochée au mur est une œuvre d'art? Pour participer au débat, vous le savez, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez aussi en débattre dans les commentaires. De mon côté, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite un bon dimanche. On se dit à très vite.